Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité est réalisateur, scénariste et acteur. Ce mercredi sortira sur les écrans son 12e film Making of. L'histoire d'un tournage où tout semble partir à la dérive. Les acteurs et leur ego, les producteurs et l'argent, le réalisateur et son angoisse, les techniciens et les heures sup. Ou alors, est-ce peut-être un tournage normal, un tournage comme un autre? Quoi qu'il en soit, voici un film sur un film, un métafilm pourrait-on dire. Mais pas un film sur le cinéma, pas un film qui se regarde comme on se regarde le nombril. Non, un film sur comment se fabrique un film, comment ça se travaille. Et qui pose donc cette question aux airs philosophiques. Faire de l'art, est-ce vraiment travailler? Bonjour Cédric Kahn. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci. Alors Cédric Kahn, est-ce que vous avez la réponse à ma question? On dirait un peu une disserte de philo. Est-ce que, redites-la moi. Faire de l'art, est-ce vraiment travailler? Ah oui, oui et non, c'est un travail étrange. Non, mais c'est vrai. Non, parce que d'ailleurs, alors du coup, j'imagine que je devance des questions à venir, mais peu importe. Le film fait l'analogie avec des ouvriers, puisque le metteur en scène fait un film sur des ouvriers qui eux-mêmes sont en plein conflit social, puisqu'ils essaient de reprendre leur usine en autogestion, et donc c'est justement cette analogie-là que le film prend en charge, c'est-à-dire un monde du travail contre un autre monde du travail. Et est-ce que c'est vraiment pareil? Et ça fait partie des discussions d'ailleurs avec l'équipe technique qui disent non, au nom de l'art, on n'est pas prêt à tous les sacrifices. Ouais. Et puis il y a aussi la voie opposée. Je vais pas. Cette scène est assez incroyable parce qu'à un moment donné, pour des raisons de financement, la question de continuer ou pas le film se pose. Avec ou sans argent, est-on prêt à travailler sans salaire? A priori, non. Mais est-ce qu'on peut le faire au nom de l'art? Voilà, il y a quand même cette idée de, au nom de l'art, qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Malheureusement, beaucoup de choses, ou heureusement, enfin, c'est un vrai débat, hein, mais c'est vrai qu'au nom de l'art, on peut aussi beaucoup abuser. Alors après, il faut dire que le cinéma, c'est quand même une terre particulière dans le sens où c'est un art qu'on peut pas pratiquer tout seul. On est quand même tenu par les autres, on est dépendant des autres, donc un metteur en scène est un artiste, mais il est aussi un chef de groupe, un chef d'entreprise, et il doit gérer un groupe humain. Et c'est vrai que on en parle aussi d'ailleurs à propos des abus sexuels et tout ça. Bah voilà, j'allais vous poser la question. C'est-à-dire qu'effectivement, la gestion d'un groupe humain avec ses égos, ses représentations. En plus, c'est un groupe humain très particulier parce qu'il y a quand même des écarts de salaire très forts sur un tournage. C'est très peu de gens, mais avec des écarts sociaux très. Voilà, il y a les acteurs, voilà. Ouais, il y a des stars en plus. Il y a pas beaucoup des gens qui sont ce qu'on appelle des visibles, des privilégiés, et il y a aussi des toutes petites mains, je parle, il y a les figurants dont je parle beaucoup dans le film. Ça commence d'ailleurs par là, la question des figurants. Il y a des métiers que je montre pas, comme il y a ce qu'on appelle les ventouseurs, ou les gardiens, c'est les gens qui gardent le décor la nuit ou qui font en sorte que les places soient réservées pour l'équipe la journée. Donc c'est des gens qui restent toute la nuit, qui ne voient pas le tournage, ils sont toujours en décalé. Ils partent au petit matin quand l'équipe arrive, et on a besoin d'eux. Enfin, ils font complètement partie de l'équipe, mais ils sont totalement invisibles et souvent très très mal payés. Mais vous l'avez dit, Cédric Kahn, le cinéma, c'est une terre particulière pour ces raisons-là, parce qu'on peut pas faire un film seul, mais aussi parce que se pose la question de, au nom de l'art, dans le cinéma, on pourrait se permettre certains abus. Ça nous autoriserait, à demander des heures sup. Il y en a un flagrant, c'est qu'on tolère le travail des enfants. Hein. Je crois que c'est le seul endroit, à part le théâtre, au monde où on peut faire des contrats de travail à un enfant au cinéma. Parce qu'on a la chance de faire du cinéma. Parce que le cinéma a besoin d'enfants. Non, mais en fait, on part des besoins du cinéma et on arrive à des situations. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui veulent être actrices, qui rêvent de ce métier, qui se retrouvent comme ça jetées en pâture sur des tournages avec des vilains vieux monsieur. et voilà, ça crée. En plus, c'est un lieu assez particulier parce qu'il y a du monde, mais il y a personne. C'est un lieu un peu coupé du monde, le tournage. Donc on a tous été témoins de ça. Oui, c'est un lieu où ça dérape. Alors moi, tout le monde me dit, oh là là, c'est tellement exagéré la vision que vous avez du cinéma. Mais non, en fait, je montre pas des dérapages si graves que ça. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire aussi, Cédric Kahn, c'est que dans votre film, c'est tout le paradoxe, c'est à la fois un tournage qui est normal, et en fait un tournage qui nous paraît, à nous qui sommes en dehors du cinéma, complètement anormal, puisque ça part complètement... Oui, je réfléchissais à votre question quand vous la posiez. Est-ce que c'est un tournage banal ou un tournage exceptionnel? C'est relativement banal. Hein. Je crois pas qu'il y ait de tournage vraiment sans... D'abord, des tensions autour de l'argent, il y en a toujours.
un réalisateur vous dit mais j'ai pas eu assez d'argent pour faire le film, on a envie de lui répondre mais il y a jamais assez d'argent pour faire un film. C'est ça faire du cinéma, c'est trouver son chemin, faire les bons compromis. De toute façon, c'est un choc avec la réalité de faire un film. On écrit un scénario, c'est un fantasme de film, et puis après on doit le confronter au réel, les acteurs, leur forme, leur investissement, la météo, les contingences économiques, etc. Mais vous prenez le tournage du film comme une question, on va dire presque sociale. Alors on va revenir quand même sur l'aspect comédie parce que c'est très important. Mais par exemple, toutes les polémiques qui ont cours en ce moment autour de la figure, par exemple, de Gérard Depardieu ou du monde du cinéma, vous ne pourrez pas y couper. Je pense que vous l'aurez à chacune de vos interviews, Cédric Kahn. J'ai fait mon premier stage avec Depardieu. J'étais stagiaire avec lui quand j'avais 19 ans. Donc voilà, vous n'abordez pas ces questions-là d'inégalité entre les hommes et les femmes, de harcèlement, de violences sexuelles sur un plateau. Mais ça, c'est des dérapages qui commencent à être connus et qui ne sont plus normalisés pour le coup. Moi, je pense que la grande question de la société en général, c'est l'abus de pouvoir. Je pense que le pouvoir est nécessaire et je pense qu'il faut l'exercer à l'endroit où on est. Mais à toute personne qui a le pouvoir doit se poser la question de l'abus de pouvoir. C'est-à-dire à quel moment je suis au-delà de mon pouvoir et à quel moment je pratique mon pouvoir d'une façon qui n'a rien à voir avec la tâche qui m'est donnée. Dans le cinéma, comme partout, il y a beaucoup d'abus de pouvoir. Si c'est ça que vous voulez me faire dire. Non, je veux pas vous le faire dire, mais c'est une question, presque je me dois de vous la poser. Vous faites un film sur un film. Alors après, moi, je suis pas allé sur ces questions. J'aurais pu, mais comme on voulait quand même rester dans le registre de la comédie et que je voulais surtout me concentrer sur le portrait du cinéaste, un peu à la dérive, la question n'était pas d'être exhaustif sur tous les problèmes qu'il peut avoir sur un tournage. Je me suis concentré sur cette trame. Mais pour moi, la question de l'abus de pouvoir, elle dépasse largement les questions sexistes. Il y a aussi des femmes qui abusent de leur pouvoir. Et puis, ça dépasse, vous le dites aussi largement, le cadre en fait du cinéma. C'est-à-dire qu'en ce moment, on parle du cinéma, mais c'est un fléau. Pour moi, c'est le fléau de la société. Et il y a tous les invisibles, tous les gens dans les petites entreprises, une femme qui va tous les jours au travail, qui a absolument besoin de ce travail parce qu'elle élève seule ses gosses et qui doit subir qui fait qu'elle peut pas dire je m'en vais, enfin elle n'a pas les moyens de s'en aller. Enfin, l'abus de pouvoir, il est à tous les niveaux, il est dans toutes les strates. D'ailleurs, là, je parle des producteurs, de la star, du réalisateur, mais si on descend dans la hiérarchie du cinéma, il y a plein de sous-chefs dans le cinéma. C'est plein de petits états dans l'état, donc. Plein de petits chefs. Il y a plein de petits chefs. C'est le monde des petits chefs. Je dis toujours, chacun doit avoir son subalterne en fait, son souffre-douleur. Donc, ce qui veut dire que personne peut se dénoncer presque. Puisque, en fait, dénoncer l'un, c'est forcément dénoncer son pouvoir. Contrairement aux fantasmes que peuvent peut-être avoir les gens qui voient des films et puis qui écoutent toutes ces promotions, ces making-of où tout le monde a vécu des choses extraordinaires. Et tout le monde s'aime, surtout. Voilà. C'est une organisation très verticale, le cinéma. Et très militaire. Et c'est assez nécessaire, en fait, parce que le temps, d'abord, il y a une contrainte de temps qui est terrible. Donc si on commence si tout le monde peut donner son avis, si c'est trop horizontal, ça n'avance plus, en fait. Et voilà, il y a le pouvoir, il y a un immense pouvoir au metteur en scène et qui est pas toujours bien pratiqué. Il faudrait commencer par ça avant de. Et puis il y a des contre-pouvoirs comme les stars, les producteurs, le chef opérateur. Enfin voilà. Et toi, tu m'annonces ça comme ça, tu veux me quitter? Et quoi, ça ne plus quand il n'y a que l'usine. Tu sais très bien que c'est faux, il n'y a pas que l'usine. Oh putain, t'as vu l'heure? Qu'est-ce que t'as, tu veux baiser? Non, on va pas baiser, je veux bosser. Oh non, tu fais chier. Fais-moi bosser mon sexe, t'en supplie. Moteur! Attendez! Moteur! Tu dois rejoindre les producteurs au resto. Non, j'en ai rien à foutre de manger avec les producteurs. On va pas se faire encore un gastro avec 2 têtes de cul. Tu trouves super, Alain? Tu trouves crédible, un ouvrier? Bah carrément, à fond. Mais non, il est nul. On fait des caisses pour faire vrai, c'est ridicule. T'es obligé de crier tout le temps? Mais bien sûr. Putain, mais t'as raison 1000 fois. Le principal financier du film nous a lâchés. Il faut demander à l'équipe de terminer sans être payé. Et alors, qu'est-ce que je dis à l'équipe? Bah, tu dis rien, tu tournes, tu fais comme si tout va bien, tu tournes. Ton film, comment ça va? Bah, les techniciens sont énervés. Vas-y, ferme ta gueule, toi, je te Pardon? pas. Qu'est-ce que tu fais? Arrêtez, oh! Les acteurs font n'importe quoi. T'es peut-être une grande vedette! Bravo, mais t'es surtout un énorme fils de pute! Je me dis que je suis un peu comme mon personnage principal. Je suis un capitaine d'un bateau à la dérive. Eh, mais il pleut, les gars! Il pleut! Putain, mais vous me faites tout chier! Je porte mon projet comme un fardeau et je me sens seul.
Making of, c'est votre film, Cédric Kahn. Il sort ce mercredi 10 janvier dans les salles. C'est avec Denis Podalides, Jonathan Cohen, Stéphane Crépon, Souhaila Yacoub, Emmanuel Berco, Xavier Beauvois, Valérie Donzelli. Je cite les noms parce qu'ils sont tous très importants. Il y a la figure de Simon, le réalisateur, donc Denis Podalides, qui doit réaliser ce film. Et donc, tout part en désordre, en anarchie et tout. Mais en fait, finalement, au fur et à mesure du film, toute l'équipe apparaît et il y a ce personnage, presque ce double, Stéphane Crépon, qui est interprété par Stéphane Crépon, qui s'appelle donc Joseph, qui est un petit figurant, qui lui veut faire du cinéma, qui donne son scénario à Simon et lui dit « Voilà, je veux faire comme vous ». Et Simon lui dit, vas-y, prends cette caméra, c'est toi qui vas tourner le making-of. Donc, on a presque 3 films dans ce film, Cédric Kahn. On a le film sur les ouvriers, le making-of et le film de Simon lui-même. Et le film que le petit Joseph aimerait faire. Qui raconte à la jeune actrice. Ouais. Et pourquoi vous vouliez faire un film sur un film? C'est quelque chose qu'on voit souvent dans le cinéma, qu'on a vu de temps en temps. Moi, j'ai pensé à La Nuit américaine de Truffaut. Je ne sais pas si c'était une de vos références. Non, ma référence, c'était Saturne à Manhattan. Ok. Et pourquoi, que vouliez-vous montrer du cinéma? Depuis que je fais du cinéma, je me dis que le cinéma serait un très bon sujet de film, et surtout sous l'angle de la comédie. C'est-à-dire que je trouve que c'est un tel nid d'émotions, de conflits, d'ego, de psychodrames que en fait c'est drôle en fait. Ce microcosme qu'est le cinéma est à la fois en fait je voulais dire des choses très sérieuses sur ce métier, sur les conflits de classe, sur une certaine violence de classe qui se reproduit à l'intérieur des tournages, mais je voulais le faire sous l'angle de la comédie. J'avais toujours pour projet de faire un jour une comédie, parce que c'est pas vraiment ma spécialité. Et je me suis toujours dit que si un jour je faisais une comédie, ça serait sur le cinéma. D'ailleurs, c'est la question qui se pose tout au long du film pour Simon. Il se demande si son film sur les ouvriers devrait être une véritable tragédie qui retranscrit la réalité, car c'est des ouvriers qui en fait bloquent une usine et veulent récupérer l'usine et en faire de l'autogestion. Est-ce que ça va bien se passer pour eux? Et là, ça deviendrait une comédie légère qui redonnerait le sourire, je cite un des producteurs, à la secrétaire pendant sa pause déj. Ou est-ce que c'est vraiment une tragédie qui est réaliste, mais qui lui, est il se pose pas la question. Lui, il a la conviction que ça doit être une tragédie. Ouais, mais il se demande. Non, il est sous la pression de l'économie. Il se demande s'il va pouvoir finir son film comme une tragédie. Comme il a tellement de problèmes économiques à faire son film, il se demande s'il doit pas céder au diktat du grand capital et des producteurs et de faire un film feel good, un film social feel good qui se finirait bien et qui serait donc plus facile à voir pour le grand public. Mais vous dites, Cédric Kahn, que vous aviez envie de faire une comédie. Ouais. Donc ça se décide. Bah un peu quand même, parce que c'est un angle, c'est une façon de prendre les choses, c'est aussi... C'est hyper dur de faire rire les gens, de se dire, j'ai fait des films assez durs. En tout cas, la sanction, elle est immédiate, c'est-à-dire que si les gens sont devant le film et qu'ils rient pas, vous êtes sûr que c'est raté. En tout cas, oui, c'est forcément ça élimine certaines scènes, ça oblige à prendre les scènes sur un certain ton. Et c'est très rigoureux, en fait, à l'écriture, au tournage, au montage. Ouais, il faut pas tellement rire, en fait. Je sais que, par exemple, moi qui étais très client de mes 2 acteurs principaux, Jonathan Cohen et Denis Podalides, je me méfiais de ça. Je me disais, s'ils me font rire sur le plateau, j'aurais peut-être pas la scène à l'arrivée. Oui, est-ce que ça voudrait dire qu'ils seront vraiment drôles à l'écran? D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas une nature de réalisateur de comédie, c'est que je pense que les réalisateurs de comédie sont assez froids, assez analytiques, en fait. Ça demande quand même beaucoup de contrôle, en fait, la comédie. Presque d'être un peu triste? Ça, je sais pas, mais en tout cas, d'avoir beaucoup de contrôle. Je pense que c'est pas une façon totalement émotionnelle d'aborder le travail. Ce qui n'est donc pas votre cas, si je vous suis bien. Oui. Moi, j'ai tendance à être très, très en empathie avec mes personnages, à vivre avec eux, à souffrir avec eux. Ouais. Donc c'est terrible pour vous, en fait. Les tournages? Bah oui. Même de l'écriture. Au tournage, au montage, vous souffrez en permanence avec eux. Ou pas, je peux aussi partager leurs rêves, leurs espoirs, mais je vis avec eux en tout cas, je suis pas à distance de mes personnages. Je pense que la comédie réclame une certaine distance. Ouais. Et on est forcément tenté en plus dans un film sur un réalisateur et sur en tout cas un tournage de film de vous demander si Simon, interprété par Denis Podalides, c'est vous, et si Joseph, ce réalisateur en devenir, c'est vous aussi. Oui, paradoxalement, c'est un film de genre, mais c'est un des films les plus personnels que j'ai écrit. Ouais, je suis parti de moi pour les 2 rôles. C'est la rencontre du moi d'aujourd'hui avec l'ancien moi. Ouais. Surtout que Simon, à un moment donné, regarde Joseph et lui dit
J'ai lu ton scénario, je l'ai adoré, j'étais jaloux, je me suis sentie vieux. Ouais. C'est fini pour vous. Vous vous sentez vieux, vous aussi? Vous avez vu des petits jeunes qui arrivaient, qui vous déposaient des scénarios et vous avez dit, je suis nul, je suis dépassé. Ça peut m'arriver. En tout cas, je me dis pas que je suis nul, mais je peux me dire que ce qu'ils ont, je l'ai plus. Je l'ai remplacé par d'autres choses. J'ai plus d'expérience, je suis peut-être plus malin, je vais peut-être plus vite peut-être je prends plus de risques sur certains sujets où j'ose aborder des choses plus difficiles, mais une forme de fraîcheur, d'enthousiasme, d'illusion sur ce métier, oui, c'est sûr que je l'ai plus. Mais c'est normal, heureusement qu'on évolue, quoi. Et en même temps, vous faites forcément quelque chose de beaucoup plus frais puisque vous vous frottez à la comédie pour la première fois. Donc forcément, vous alliez vous mettre en danger quelque part. On attendait... Moi, j'aurais été incapable de faire une comédie quand j'ai démarré. C'était trop important, le cinéma. je voyais ça comme quelque chose, de sérieux, une affaire grave. Une affaire grave, exactement. Et il m'a fallu quand même ce temps et cette prise de confiance en moi pour oser la comédie. Mais ça part aussi que j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font de la comédie. D'abord, je suis très client. J'adore aller au cinéma pour voir des choses légères. Je pense que par la légèreté, on peut dire beaucoup de choses, que ça n'empêche pas le propos, bien au contraire. Parce que évidemment, on ouvre plus grand les bras et ça permet aux gens de faire adhérer des gens à là, par exemple, le propos du film est assez trash. C'est pas un angle sous lequel on a l'habitude de montrer le cinéma et je pense que la comédie nous aide à l'accepter. L'angle trash dont vous parlez, Cédric Kahn, c'est celui justement des rapports de force, de domination sociale à l'intérieur de cette grande famille qu'on appellerait la famille du cinéma. Oui, et surtout à l'intérieur d'un dispositif qui vient souvent au secours qu'on dit de la veuve et de l'opprimé. C'est-à-dire que le cinéma est quand même se nourrit beaucoup de grandes causes humanitaires. Surtout là sur les ouvriers. Voilà. Là en plus je fais le portrait d'un cinéaste de gauche qui veut parler des ouvriers, qui veut parler du diktat du grand capital et lui-même. C'est l'arroseur arrosé, lui-même est sous l'emprise des financiers, de l'économie, et doit à un moment se comporter comme un petit patron avec son équipe. Vous avez dit, Cédric Kahn, que vous n'auriez pas pu tourner une comédie à 20 ans, que vous aviez une trop haute idée du cinéma. Je veux pas dire que la comédie, c'est une idée moins haute du cinéma, mais disons parce que c'est très difficile, la comédie. Disons qu'il faut avoir, en tout cas, le courage de tourner en dérision un champ, une discipline qu'on sacralise. Ça veut dire que pour vous, le cinéma, c'est plus de la mythologie. D'ailleurs, ce film-là le montre bien. Oui, le cinéma, c'est pas du mythe, c'est pas que du rêve. Et le jeune Joseph, il est encore dans cette mythologie-là. Pour lui, il va rentrer dans un monde magique, il va avoir une histoire d'amour avec la jeune actrice. Enfin voilà, tout est du domaine d'abord de l'impossible pour lui. Il voit s'entrouvrir une toute petite porte, il saisit sa chance. Et d'ailleurs, si on entre dans le film par lui, le film est très optimiste en fait. C'est vraiment le personnage optimiste du film. Oui, vous avez vraiment choisi la comédie, mais pas dans le sens non plus d'une satire comique sur le monde du cinéma. Vous n'êtes pas là non plus. On ne sort pas de votre film, Cédric Kahn, en se disant il dénonce le monde du cinéma. Loin de là. Non, parce que j'ai beaucoup de tendresse pour ce métier, et beaucoup de reconnaissance en fait. Je veux dire, je continue à penser que c'est quand même extraordinaire de pouvoir le pratiquer, et en même temps, je veux aussi montrer que c'est un métier difficile, que c'est un métier surtout, que c'est un vrai travail, et que voilà, que ça se fait avec des hommes et des femmes de bonne volonté, et que c'est aussi une aventure humaine. C'est pas seulement des images projetées et un rêve qu'on propose aux spectateurs, c'est aussi D'ailleurs, c'est plus un film en hommage au travail du cinéma, au tournage. C'est pas un film en hommage au cinéma, au sens art. 12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Ce que je préférerais, c'est ne pas lire les scénarios, avoir la pellicule qui arrive telle qu'elle, ne pas avoir vu ni le tournage ni rien. Même peut-être à la limite de ne pas connaître les comédiens, de ne pas avoir d'idées préconçues dessus, parce que c'est vrai que la pellicule est un élément complètement nouveau par rapport aux idées qu'il y a eu, aux prévisions qu'on s'est fait avant. Le regard critique du monteur, c'est-à-dire le premier montage, qui est donc son premier regard critique, le premier regard critique du premier spectateur. Peut-être il montre des choses auxquelles la mise en scène n'avait pas pensé, enfin en tout cas il les montre autrement. Il m'est arrivé d'ailleurs de ne pas comprendre comment des scènes étaient tournées, c'est-à-dire qu'elles étaient faites pour être montées A, B, C, et je me sens me poser la question, d'instinct, j'ai monté C, A, B, parce que, en voyant les ranges, ce qui m'intéressait dans cette scène-là, c'était un ordre X, et non ce qui était prévu. Et je me faisais traiter d'imbécile, parce qu'on me disait, mais pas du tout, l'ordre des plans, je les ai tournés pour que ça soit ABC. Alors je dis, je ne suis pas un imbécile, il me paraissait plus intéressant
d'après ce que j'ai vu, de faire cette solution-là. Voilà. Ça peut amener des discussions longues et difficiles, oui, bien sûr. Et bien sûr, on se bat sur des choses, oui, c'est sûr. C'était la voix de Yann Dedé, c'était en 1991 sur France Culture, le 9 août, précisément dans l'émission Avant-goût. Yann Dedé est monteur, c'était le monteur de Maurice Pialat, et c'est votre monteur aujourd'hui, Cédric Kahn. C'est plus que mon monteur, c'est mon éducateur, et j'ai commencé comme stagiaire avec lui sur un film de Pialat, justement. Ben, il a l'air d'être un bon formateur, hein. Ouais. À l'archive qu'on entend là. Ah, mais oui, moi j'ai une relation avec lui très très privilégiée. C'est-à-dire que j'ai été son stagiaire, son assistant. Il m'a vraiment mis le pied à l'étrier, comme on dit. Puis après, il m'a suivi. Il a monté la majeure partie de mes films. Vous avez dit tout à l'heure, Cédric Kahn, que le cinéma était une aventure humaine. C'est un petit peu impensif de dire ça. On entend ça aussi dans Koh-Lanta, par exemple. Ben ouais, c'est un peu. Mais là, par exemple, la question avec le monteur. Oui, surtout, oui, j'ai presque un lien filial avec Yann. Je pars de là le cinéma, bien sûr. Heureusement, mais parce que vous vous rendez compte, on passe beaucoup de temps sur les films. Combien de temps on passe sur un film? Entre l'écriture, le montage financier, le tournage, le montage, c'est quasiment 2 ans. Donc, et je me rends compte que des gens que j'ai pas vus depuis des années, quand ils ont été mes acteurs ou mes techniciens sur un film, il reste un lien quand même, un vrai lien en fait. Ce qu'explique Yann Dedé, c'est aussi la question du pouvoir. Qui a le pouvoir quand le metteur en scène, le réalisateur imagine quelque chose, et puis devant les rushs, le monteur se dit « je vais faire autrement ». Moi, je pense que ce qui est bon, c'est que le metteur en scène garde le pouvoir. Mais le pouvoir du metteur en scène est très attaqué. Et d'ailleurs, ça c'est un des tabous, par exemple. Parce que les gens vous diront toujours, mais moi je suis au service du metteur en scène, je suis au service de son œuvre et tout. Et c'est pas vrai. La nature humaine est plus complexe que ça. C'est-à-dire que les gens sont effectivement dans les meilleures intentions du monde, ils veulent servir le projet, mais ils ont aussi besoin de marquer leur territoire. C'est une question qui est posée dans votre film Making of, Cédric Kahn, puisque la question du making of, qui est fait donc par ce jeune réalisateur, on voit aux premières images en fait qu'il n'y a que le metteur en scène, il n'y a que Denis Podalides, il n'y a que Simon à l'écran, et la jeune fille, l'actrice à qui il montre ce début de film lui dit mais enfin c'est nul parce qu'en fait un film c'est pas du tout ça, c'est pas un metteur en scène, c'est toute l'équipe derrière. Donc finalement, cette cohabitation des points de vue, cette sorte de microcosme social, c'est pas vraiment une démocratie non plus, on est d'accord. Voilà, le metteur en scène, ça reste le chef. Pour moi, c'est un débat très profond qu'ils ont les 2 jeunes protagonistes du film, parce que en fait, je suis incapable de dire lequel a raison. C'est ça qui était intéressant. C'est comme dans la discussion où on demande aux techniciens de travailler gratuitement, j'essaye de donner des arguments à tout le monde, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que chaque personnage se défende avec des arguments que moi je trouve convaincants. C'est les 2. C'est une création qui se fait pas tout seul, c'est ce qu'on disait au début de l'émission, et donc qui est interdépendante des autres. Il y a beaucoup de créateurs à côté du créateur, c'est-à-dire que l'acteur, le chef décorateur, le chef opérateur sont aussi des artistes, le chef monteur. Mais ce sont des artistes au service d'une œuvre d'art et d'un artiste, ce qui est une place compliquée. Hein. Ça demande aussi une discipline personnelle, parce qu'on demande aux gens de mettre leur talent et leur ego au service du film, et on leur demande en même temps de ne pas avoir trop d'ego. De ne pas exister d'une certaine manière. Si, d'exister, mais dans une certaine mesure. Le producteur, c'est pareil. Il va beaucoup intervenir sur le choix du sujet, le choix du casting, le travail du scénario, mais à un moment, mais moi je crois que c'est très important, et je le vis aussi puisque ça m'arrive de jouer dans des films, donc je suis de l'autre côté, j'ai le metteur en scène en face de moi. Moi, je suis toujours rassuré quand le metteur en scène garde la main. Comment vous avez trouvé votre place au fur et à mesure de vos films, entre vous, l'idée que vous aviez d'un film, d'un projet, ce que vous vouliez voir à l'écran, et justement toutes ces individualités qui devaient aussi exister avec leur expérience, avec aussi leur ego. Il y a la question des acteurs. Jonathan Cohen, il incarne cet acteur qui est insupportable, mais qui en même temps suggère aussi des choses qui peuvent être bonnes pour l'écran. Il devient plus royaliste que le roi, donc quelque part il voudrait être le garant même d'une certaine forme d'intégrité du film, être encore plus radical que le réalisateur. Il est dans ce qu'on appelle le surinvestissement, mais bon, le mieux est l'ennemi du bien, etc., etc. Moi, c'est une vraie question. Moi, j'ai fait mon premier film à 24 ans.
Barre des rails en 92. J'étais objectivement trop jeune, c'est-à-dire que j'étais pas du tout prêt. En fait, les choses sont allées beaucoup plus vite que ma maturité, et donc j'ai mis des années à assumer cette place, en fait. Et donc ce sentiment de solitude, je le vivais très fort, en fait, parce que je me sentais attaqué ou vulnérable. Et avec la confiance et un sentiment de légitimité, je vais dire que finalement j'ai commencé à mieux travailler avec les autres. Et aujourd'hui, en fait, j'ai même pas envie de me passer des autres. C'est-à-dire que je me considère presque plus comme un animateur que comme un metteur en scène. Presque comme dans une colonie. Ouais, en tout cas, je me dis que aussi mon travail, c'est de rendre les gens le meilleur possible, d'optimiser leur talent. Voilà, je suis un organisateur de talent, et le film doit se faire avec le talent des autres. Et plus le talent des autres pourra s'exprimer, meilleur sera le film, et rien ne me sera enlevé, en fait. Mais ça prend du temps, pour arriver à ça. C'est ça, un bon chef dans n'importe quelle entreprise, d'ailleurs. Oui, c'est valoriser les gens. Les choisir, les valoriser, les mettre au bon endroit au bon moment pour réaliser quelque chose de très concret. Mais il y a quelqu'un que vous ne choisissez pas dans ces personnages. Ou en tout cas, à mon avis, c'est la production. La production, souvent... Je choisis le producteur aussi. Vous choisissez aussi ? Oui, c'est une rencontre avec le producteur. Si je me sens pas bien avec le producteur, je choisis pas les financiers. Qui peuvent avoir, eux, une forme de pouvoir sur le producteur. Parce que finalement, le producteur n'a pas d'argent. Le producteur, c'est un intermédiaire entre l'argent et l'artiste. Donc j'attends et moi, je m'entends très bien avec les producteurs. J'ai des relations très... Même là, d'ailleurs, même si le producteur est montré comme... c'est une relation très forte. On voit que c'est un binôme qui travaille ensemble depuis des années. Et il est dans le soutien. Enfin, mais paradoxalement, en fait, il s'en va... Non, mais il dit l'art, c'est ça, il faut braquer l'argent, et tu fais ce que tu veux. Donc, et moi, j'attends ça du producteur. J'attends qu'il soit l'interface entre le monde de l'argent et moi, et qu'il me protège. S'il me dit juste, les financiers veulent ceci, veulent cela, pour moi, il joue pas son rôle. Il y a peut-être quelqu'un, quelque part, je sais pas, quelqu'un qui est fier de moi, qui est fier de m'aimer. Je suis pas vraiment sûre, mais... j'y crois. Alors ça me donne de l'espoir. Ça me donne... Vous croyez encore à l'amour? C'est trop bon marché. Il y a quelque chose de plus cher. Il faut être riche. Je suis d'accord avec vous, mais c'est toujours de l'amour. Non? C'est pas ça, non. C'est plus. Il y a un mot qui brûle. Un mot qui tombe à pic. Quel est ce mot? Les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel. C'est un film de Laurence Ferreira Barbosa. Alors moi, je tenais à le passer parce que c'est un des premiers films que j'ai vu et je l'adore. Et j'ai découvert, Cédric Kahn, que vous avez fait le scénario. C'était en 93, à peu près au même moment où vous réalisez votre premier film, Barre des rails. On a parlé là de la réalisation, on a parlé du montage. Et le scénario, comment vous écrivez? Comment ça se passe? C'est long. Non, c'est difficile, le scénario. C'est peut-être la discipline la plus difficile. On est seul ou avec des scénaristes. On n'est pas encore soutenu par le groupe, justement. Il n'y a pas l'enthousiasme ou l'excitation du groupe. Donc c'est un chemin de patience et de croyance, je dirais. Parce que c'est un peu le moment où on porte le rêve du film un peu seul. Surtout que votre film Making of commence au moment où, en fait, le scénario, les financements, en fait, tout a été décidé. Alors, on va voir qu'il y a des questions qui se reposent sur la fin, notamment du film, du scénario, des questions de scènes qui doivent être coupées, raccourcies, repensées. Mais, en fait, on a l'impression, en fait, que un film commence à partir du moment où il est tourné. Mais ça commence quand vraiment... Making of, c'est vraiment l'histoire d'un tournage. Ouais. Et d'ailleurs, le film, la structure du scénario, c'est le premier jour de tournage jusqu'au dernier jour de tournage. Et on voit comment... Avec une ellipse quand même de 15 jours. Ouais, voilà. Mais on voit comment ce groupe accouche d'images pour faire un film d'ailleurs, parce qu'il faut bien dire aux gens qu'une fois que le tournage est terminé, le film n'est pas du tout terminé. Entre en scène le fameux Yann 2D qui va rendre tout ça magique ou pas. Oui, mais d'ailleurs quand commence aussi ce jour de tournage, le film a déjà commencé bien avant. Comment? Oui, la préparation. Le scénario, la préparation, bien sûr. Mais le tournage, c'est très anecdotique dans la vie d'un film. En termes de temps, c'est essentiel en termes de résultats artistiques, mais
il faut bien comprendre que parce que les gens me disent tu tournes machin, mais moi je fais un film tous les 2 ans et demi, 3 ans et voilà, il y a eu le procès Goldman. Je tourne 7 semaines. Oui, bon là c'est une année exceptionnelle, mais je tourne 7 semaines tous les 3 ans. Donc le reste du temps, je suis chez moi devant mon ordinateur, soit essayer d'améliorer mon scénario, soit attendre les réponses des financiers ou des comédiens. Enfin, c'est beaucoup d'attente de faire du cinéma. Et quand est-ce que vous pouvez dire, Cédric Kahn, qu'un film commence? C'est-à-dire que vraiment vous dites que vous avez une idée qui va pouvoir prendre forme, qui va pouvoir donner lieu à un scénario, qui va pouvoir trouver des financements, parce que maintenant vous êtes rodé. Donc vous savez aussi ce qui vous c'est plaît. le jour où je me réveille un matin, je me dis il faut le faire vraiment. Parce que des idées de films, j'en ai plein tous les 4 matins, mais un jour il y a une idée, il y a quelque chose qui se cristallise autour d'un sujet, et je me dis c'est le bon moment aussi. C'est pas toujours que l'idée soit bonne, c'est de me dire c'est le moment de ma vie de raconter ça, où je vais être aligné avec cette idée, et il faut que cette idée dure 2 ans et demi, 3 ans. C'est-à-dire que c'est une course de fond, le cinéma. Donc si c'est juste une idée que 15 jours après ça m'est déjà arrivé de démarrer des scénarios et au bout de 3, 4, 5 mois d'écriture d'abandonner. Il y en a beaucoup des scénarios comme ça que vous avez lâchés? Quelques-uns. En fin septembre, je l'ai dit, est sorti le procès Goldman, qui a été un énorme succès, il faut le dire, critique et en salle. C'est un film qui raconte le procès donc de Goldman dans les années, au milieu des années 70, en 75, qui montre en fait les rouages d'un procès, de ce procès-là. Là, on a l'impression que ça n'a rien à voir, que c'est sur le tournage d'un film et que c'est une comédie légère et drôle, même si ça montre la dimension sociale du cinéma. Mais ces 2 films-là révèlent en fait les rouages d'une scène, ce qui à chaque fois se déroule et qu'on ne voit pas. Dans un procès, on a l'impression que tout se passe au tribunal. Mais tout ça, avant, c'est des discussions, c'est de la préparation. C'est pareil pour un film. Ce hasard, je crois que c'est un hasard de calendrier, de tournage. Est-ce que vous y voyez malgré tout un lien entre ces 2 films? C'est un hasard qu'ils soient si proches, parce que voilà, pour des raisons de disponibilité de comédiens, les 2 tournages ont été faits très proches, mais c'est pas un hasard que je les ai faits dans le même mouvement. Et oui, puis c'est des films assez politisés en fait, et c'est des films effectivement sur le groupe. Sur qu'est-ce qu'un groupe génère comme conflit, comme aussi c'est sur l'espace en fait, c'est des territoires en fait, c'est des territoires qui cohabitent et qui doivent se négocier les uns avec les autres. Non, pour moi, évidemment, les tons des films n'ont rien à voir et c'est pas du tout le. Il y en a un qui est historique, qui est vrai. Et puis même la forme. Goldman, c'est un film vraiment à l'os, très 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 radical, qui est très presque documentaire. Ouais, là, celui-là aussi, il a un aspect très documentaire, mais il est beaucoup plus romantisé ou exubérant. Voilà, il y a de la musique. Il emploie pas du tout les mêmes chemins, mais sur le fond, déjà, ils viennent de moi, donc j'imagine que ça doit leur donner des points communs, mais en tout cas, c'est un film les 2 films prennent soin de filmer les anonymes. C'est quelque chose qui revient depuis le début. Vous parlez des invisibles, des anonymes. Vous avez dit que c'était des films politisés. Est-ce que vous faites des films politiques? Moi, je crois que tout est politique. La vie, quand on se lève le matin, c'est politique. Ce qu'on mange, le transport transport qu'on prend. Ça peut être hyper satisfaisant pour des gens de se dire je me lève le matin, c'est politique, donc j'ai rien d'autre à faire. Non, mais les choix qu'on fait dans la vie de nourriture, de transport, de dire bonjour à la femme qui fait le ménage ou de pas la regarder, tout est, la politique s'insinue dans des choses infiniment petites. Donc évidemment le cinéma qui se réfléchit, qui se pense à partir d'un scénario, qui se finance, oui, c'est forcément politique. Et même quand le cinéma est apolitique, il est politique. Et ce qui est frappant, c'est que quand on pense à votre filmographie, Cédric Kahn, on se dit pas que vous faites un cinéma, on vous étiquetterait pas non plus cinéma politique, engagé. Voilà. Je suis pas du tout militant, mais je pense que politique et militant, c'est pas du tout la même chose. Militant, ça veut dire c'est quand on a épousé une idéologie et qu'on va faire en sorte que le contenu va dans le sens de ce qu'on pense et qu'on voudrait faire penser aux autres. Moi, je suis pas du tout là-dedans, parce que j'adore le débat contradictoire, d'où cette passion que j'ai eue pour faire ce film de procès. Et puis qu'on voit aussi d'ailleurs dans les débats qui animent les équipes de tournage, l'équipe de tournage sur oui, j'aime la contradiction, j'aime la complexité de la pensée, donc je suis pas du tout idéologisé. L'idéologie me fait assez peur, et je suis pas militant, j'ai beaucoup de mal à... Je voyais là quand il parlait de la pétition tout à l'heure. Dans le journal. Ouais, j'ai beaucoup de mal à signer les pétitions, par exemple, parce que il faudrait que je sois entièrement d'accord avec l'entièreté du texte, et c'est pas si simple.
Mais j'ai une conscience du monde. Si c'est être politisé, c'est avoir une conscience du monde, oui. Mais ça part surtout d'êtres qui sont plutôt en lutte, c'est-à-dire qui sont plus face à leur milieu, que ce soit familial, que ce soit leur origine sociale, plus que face à des grands idéaux. Les gens qu'on voit dans vos films, Cédric Kahn, ne disent pas, effectivement, il n'y a pas de militantisme avec des slogans, mais ils disent pas, moi, je suis contre la pauvreté, par exemple. On va les voir se débattre avec des conditions de vie. Bah là, par exemple, sur Making of, la grande question du film, pour moi, c'est l'autogestion, en fait. C'est pas un hasard si j'ai choisi des ouvriers qui décident de s'organiser en autogestion, parce que c'est que ce que peut fabriquer le groupe, le collectif. Et ils virent des patrons, ils voudraient en finir avec le fait d'avoir une autorité. Et je montre que cette autogestion ne fonctionne pas, puisque très vite, un syndicaliste va prendre le pouvoir sur le groupe, et je montre aussi que l'autogestion ne marche pas pour le cinéma, en fait. C'est exactement la même chose. Que le groupe a quand même besoin d'un guide. Donc le pouvoir, oui, mais pas l'abus de pouvoir, vous l'avez dit. Voilà, en gros, ouais, c'est bien résumé. Merci Cédric Kahn. Merci de à vous et donc de toute l'équipe du film. On pourra voir Making of, c'est ce mercredi dans les salles. C'est avec Denis Podalides, Emmanuel Berco, Stéphane Crépon, Jonathan Cohen, entre autres, bien sûr. Et comme dans les films, nous terminons cette émission en chansons. Nous avons choisi 2 chansons, une chanson sur les comédiens, une chanson sur les ouvriers. Laquelle souhaitez-vous écouter ? Ouvriers je sais ou pas, comédiens ? Je connais pas les titres. Ah bah oui, c'est ça la blague. Les ouvriers, bien sûr. Les ouvriers. Merci à l'équipe des Midis de Culture qui sont préparés tous les jours par Aïssa Touendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon de la Selle. Réalisation Nicolas Berger, prise de son Sofiane Actib. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Midis de Culture et sur l'application Radio France. On se quitte, Nicolas, on se retrouve demain. On se quitte sur Berlioz, Peuple ouvrier. À demain, Nicolas. À demain, Géraldine.